vidéo, déjà peu de temps après le premier épisode des Instants Chamarrés. Cette fois-ci, je suis en compagnie de Kodama, le petit esprit de la forêt de Miyazaki, dans Princesse Mononoke, parce que nous allons parler de chamanisme. Le chamanisme, c'est le sujet qui, globalement, intéresse le plus les gens lorsque je présente ce que je fais. C'est là où j'ai le plus de questions, des gens curieux, et je trouve ça plutôt intéressant et révélateur dans le bon sens du terme de la société actuelle, de la curiosité des gens pour la spiritualité. Le chamanisme, depuis le début, est une spiritualité qui est très liée au monde matériel, au fait d'obtenir des résultats. On dit que c'est la première spiritualité de l'humanité, de façon moins grandiloquente. Entrer en contact avec les esprits pour obtenir des résultats, c'était vital au premier temps de l'humanité, puisque ça permettait d'avoir des informations que la science nous offre aujourd'hui, mais qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens pour savoir tout ça. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le chamanisme, et je pense que c'est ce qui parle aussi pas mal aux gens, c'est ce côté un petit peu terre à terre. Vous voyez, le côté on veut des résultats, une réponse, c'est pas... c'est moins des grandes phrases, c'est vraiment... moi en tout cas ça me tient à cœur de pouvoir apporter des conseils avec quelque chose à faire de précis. Donc, première partie, nous allons parler du chamanisme, comment dire, tout ce qui est justement dans le monde matériel, c'est-à-dire les effets de transe, ce que ça apporte au cerveau, les modifications que cela crée dans le cerveau surtout. Deuxième partie de cette vidéo, je vais parler plus du monde des esprits, c'est là où nous allons retrouver Kodama, ses amis et tout le tralala. Troisième partie, je vais parler de ceux qui pratiquent le chamanisme, parce que en fait, à partir du moment où on est un être humain, on a en nous ce qu'il faut pour pratiquer le chamanisme. Eh oui, vous aussi. Donc, première partie, ce que cela entraîne dans le cerveau humain. Il y a des études qui ont été faites pour ça. C'est Corinne Sombrin. Donc, Corinne Sombrin, c'est grâce à elle que j'ai découvert le chamanisme plus, on va dire, de façon plus intensive. Enfin, bref, voilà, grâce à ces 3 livres. Le premier se passe en Amazonie, chamanisme donc avec des plantes. Le deuxième se passe en Mongolie, chamanisme au tambour. Déjà, ça me permet de bien comprendre qu'il y avait plusieurs sortes de chamanisme et de façon d'entrer en transe. Et après, Tribulation d'une chamane à Paris, c'est son retour dans le monde occidentale et très mentalisée, et notamment c'est à partir de là aussi qu'elle rencontre des personnes qui étudient le cerveau, les ondes du cerveau et ainsi de suite, et qu'on a découvert les effets qu'a la transe sur notre cerveau en fait. Autre livre de Corinne Sombrin qui raconte du coup le périple, enfin l'histoire de la personne qui lui a enseigné le chamanisme, les esprits de la steppe, avec Anketuya, j'espère que je ne dis pas trop mal. J'espère que l'appareil photo, que le téléphone arrive à faire le point. Donc, oui, déjà, c'est vrai, j'ai même pas commencé par le début. Il y a donc plusieurs sortes de chamanisme. Déjà, chaman est un terme tungouz, qui veut dire celui qui bondit, celui qui saute. Le chamanisme étant vraiment quelque chose d'extrêmement physique, avec un tambour, des bonds dans tous les sens et ainsi de suite. Pourquoi je n'aime pas utiliser le terme chaman? Parce que c'est vraiment quelque chose qui a rapport avec, enfin pour moi je veux dire, qui a rapport avec cette tradition. J'aime pas non plus trop praticienne chamanique ou ce genre de choses, parce que pour moi c'est plus axé sur le côté technique. C'est pour ça que j'ai plutôt choisi le terme de cheminante chaman, qui est plutôt sur la voie du chamanisme, même si aujourd'hui je me définis plutôt comme une intervenante auprès des esprits. Ce qui du coup fait référence un peu à aucune tradition, et honnêtement la façon dont j'ai été formée qu'il y a plusieurs traditions, donc c'est vrai que je me vois mal m'en référer à une seule, comme le terme chaman peut le faire. Donc
le chamanisme du terme chaman, donc le chamanisme tel que pratiqué par les Tungus notamment, se fait au tambour. Il y a deux façons de modifier les ondes de notre cerveau, donc d'entrer en transe. La première, c'est par le son, que ce soit le tambour, que ce soit le hocher, que ce soit la guimbarde, un rythme très régulier. Vous pouvez entendre des musiques comme ça sur YouTube, vous tapez, je sais pas moi, rythme chamanique ou tambour chamanique, vous allez tomber dessus très facilement normalement. J'avoue, j'ai des CD, donc j'utilise des CD moi. Des CD notamment qui sont parfois offerts avec des livres, par exemple celui-ci. Voilà, vous avez un CD dedans pour vous y mettre. Le CD que moi j'utilise, c'est un CD pardon, qui est fait avec, qui est proposé dans les cours de la Foundation for Shamanic Studies de Michael Harner. Il y a plusieurs CD qui sont proposés. Michael Harner, c'est notamment l'auteur de La Voix du Chaman. Voilà, voilà. Et donc, il est ethnologue de formation, ce qui lui a permis en fait de faire une sorte de condensé de plusieurs pratiques à travers les continents et de proposer une forme de chamanisme qui réussit quelque part l'exploit de garder une part de spiritualité sans entrer dans une religion. Ouais, c'est cool. Donc il y a cette façon-là d'entrer en transe, le rythme répétitif qui va permettre à nos ondes cérébrales de se décaler et de faire advenir les ondes θ qui sont les ondes qu'on recherche dans le chamanisme. Enfin qu'on recherche, on sait aujourd'hui que c'est les ondes qu'on obtient. Autrement, il y a le chamanisme aux plantes, notamment l'ayahuasca ou le peyote. L'ayahuasca c'est très connu aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui vont en Amazonie, pour prendre une plante qui nous retourne l'estomac et les entrailles, on va dire, et qui en même temps retourne l'esprit. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit une différence parfois entre les personnes qui y vont une semaine par an ou une semaine tous les 2 ans, faire une sorte de cure à la fois physique, parce que bah voilà, c'est quand même un jeûne, c'est quand même des conditions spéciales, spécifiques pour entrer dans ce mode-là en fait. Ces personnes vont plus être dans une forme de retraite pour une remise à zéro au niveau du corps, au niveau de la psychologie, au niveau spirituel aussi, rencontrer les esprits qui vont apporter quelque chose. C'est une sorte de reboot et les personnes qui vont être vraiment dans une démarche justement d'intervention auprès des esprits, de compréhension et de vivre en harmonie avec les esprits. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Le gros avantage d'entrer en transe grâce au son et au rythme, c'est évidemment de pouvoir l'arrêter quand on veut, alors que quand on prend une plante, ça continue tant que la plante fait effet sur nous. Après, il y a des choses qu'on dit sur l'un sur les autres. Spécifiquement, ce que décrit d'ailleurs Corinne dans son journal d'une apprentie chamane, l'ayahuasca en fait est la plante, on va dire, qui ouvre la porte pour accéder aux esprits d'autres plantes. Donc c'est la première plante qu'on apprend à connaître et à maîtriser, et après on va vers d'autres plantes de la plus, je dirais la plus bienveillante envers l'humanité et simple, aux plantes qui ont de très grands pouvoirs et qui ne sont pas spécialement bienveillantes envers nous, pas, ni malveillantes, mais voilà quoi. D'ailleurs, en parlant de plantes et de produits hallucinogènes, le LSD à la base avait été conçu en laboratoire pour reproduire les effets des plantes chamaniques et de ces substances qui apportent une vision, qui apportent un autre rapport avec la réalité. C'est un peu comme une autre interface du cerveau en fait. Ce rapport, nous l'avons, il est toujours là. C'est juste que selon comment vous êtes, vous allez avoir différents rapports à la réalité. C'est très facile, hein, si
Notamment, vous buvez, désolé, rien qu'en prenant quelque chose qui est basiquement de l'alcool, selon ce que c'est comme type d'alcool, déjà ça agit différemment et ça vous fait avoir une intention et une perception différente de ce qui vous entoure et des conditions de votre vie au moment où vous le prenez. Ben voilà, du coup le LSD a été inventé à la base pour ça, avant d'être dévié pour quelque chose de plus récréatif, ce qui a un petit peu interrompu en fait le processus d'étude des substances psychotropes. Les effets d'une transe sur le cerveau, je le disais tout à l'heure, vont augmenter les ondes θ. En temps normal, nous avons des ondes cérébrales alpha et bêta. Quand nous dormons, nous entrons en ondes delta. Il y a aussi les ondes gamma, j'avoue, je ne me souviens plus trop ce qu'elles font. Et donc les ondes θ sont celles qu'on peut obtenir notamment en faisant une méditation très profonde. Il semble aussi que en fait, la transe peut être un mélange entre les ondes alpha et θ, ce qui est dur à maintenir en temps normal parce que très vite on va partir sur du sommeil. L'avantage donc du travail chamanique, c'est de maintenir la conscience en état d'éveil, donc de pouvoir diriger et agir, dans le monde qui nous est ouvert en restant conscient et en ayant accès à une volonté qui est nécessaire pour accomplir un travail chamanique. Le travail chamanique, ce n'est pas qu'une histoire d'avoir accès à cette conscience chamanique, c'est aussi une histoire de savoir à peu près où on est, de voir grosso modo où on va et surtout d'avoir la volonté d'accomplir des choses ou de faire des rencontres. S'il n'y a pas cette volonté, très vite, moi je sais que très vite je peux tourner en rond, voire, comme je le disais, c'est très proche de l'état d'endormissement, donc quand je fais des voyages plus en mode allez promenons-nous un petit peu, je vois que ouais, des fois ça tend un petit peu vers la sieste, on va dire. Par contre, quand on a une volonté à laquelle s'accrocher, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de tenir et de rester dans cet état de conscience. Sachant qu'un voyage chamanique n'est pas un rêve éveillé, mais qu'on peut faire des rêves qui sont chamaniques, ce qui est un autre sujet. Aussi voilà, il y a cette partie qui se concentre davantage sur tout ce qui est technique mentale, onde cérébrale et ainsi de suite, qui va dire, alors on se place dans tel ou tel état. Il y a des vidéos, encore une fois, de Corinne Sombrin qui raconte lorsque on a fait les premiers encéphalogrammes pour voir un petit peu comment se placer ces ondes, qui disait qu'elle cumulait les états elle cumulait des ressemblances avec les états de dépression profonde, de maniaque, je crois, et de schizophrène. Elle parvenait, en fait, son cerveau s'agitait de façon à avoir des ressemblances avec ces trois états. À partir du moment où elle entrait en transe, dès qu'elle terminait la transe, son cerveau redevenait totalement normal, sans plus aucun effet ni visible sur les lignes de l'encéphalogramme, ni visible dans son comportement. Elle redevenait un individu lambda en quelque sorte, quoi. A priori, d'autres études sont en cours là-dessus. Notamment, on se pose la question si provoquer des trans chez des personnes atteintes lourdement au niveau psychiatrique ne pourrait pas les aider à sortir de ces états, tout simplement. Ça, c'est pour la partie, on va dire, vraiment, comme on appelle ça, les sciences dures, en fait. Après, pour la partie plus ethnologique, comme je vous le disais, il y a aussi des études menées par plusieurs ethnologues, sociologues, dont je ne pourrais pas vous citer les noms, c'est vrai, j'ai oublié de prendre avec moi le petit livre dans lequel il y a plusieurs études rassemblées. Mais je crois que c'est Anthologie du chamanisme chez Albin Michel, format poche, quelque chose comme ça. On voit des textes de plusieurs personnes. Sinon, de par ma formation aussi, puisque j'ai suivi tous leurs stages, celui de base et les petits stages avancés, enfin les stages de 3 jours, stages avancés, mais pas le grand séminaire sur plusieurs années, de la Foundation for Shamanic Studies,
donc de Michael Harner. Hop, je vous montre le livre. Sachant que depuis, il a publié Caverne et Cosmos, que je n'ai pas encore pris le temps de lire, parce qu'il est plus gros, il faudrait que je le fasse. C'est chez Mama Édition, préface de Laurent Huguelit, qui a publié d'autres livres, donc chaman français, ou praticien, cheminant chaman français. Je ne sais pas trop comment il se définit en fait. Mais il a publié d'autres livres, notamment Le chaman et le psy, toujours chez Mama Édition. Un livre où la forêt amazonienne en fait, lui a demandé de transmettre un message qui est paru très récemment. Et en parlant d'esprit de la forêt amazonienne, ça me permet de rebondir sur la deuxième partie qui est la partie vraiment contact avec les esprits. Donc, le chamanisme, on peut voir la partie purement travail mental qui va altérer les sensations de façon à avoir accès à une autre réalité de notre conscience, de notre cerveau. Ça, c'est plus pour les personnes qui vont le faire en forme de cure, en forme de jeûne, etc. Et il y a vraiment la partie, nous sommes entourés d'esprits. En fait, le monde est habité d'esprits avant d'être habité d'humains. Et le chaman va intervenir auprès de ces esprits afin de favoriser une harmonie entre les humains et les actions des humains, ou d'un être humain, et les esprits ou un esprit. Et c'est le moment où on retrouve Kodama, le petit esprit de l'arbre. Comme je disais dans la vidéo précédente, il y a trois mondes. Le monde d'en haut, ou les mondes d'en haut. En fait, il s'agit de trois endroits avec des qualités et des saveurs différentes. Le monde d'en haut, c'est là où, lorsqu'on voyage, on fait des voyages chamaniques, on va aller chercher nos guides spirituels. C'est vraiment très zen. C'est vraiment du peace and love en fait. Mais du coup, en tout cas pour ce que moi j'en ai vécu, les conseils ou ce qu'on va nous donner vont pas être très pragmatiques. Ça va être de grandes vérités sur l'existence, ça va être de grandes vérités globales sur notre vie, et pour le mettre en pratique, là on se débrouille tout seul quoi. Le monde d'en bas, le monde d'en haut d'ailleurs du coup peut être assez sympa en termes de guérison. Guérison, si en allant dans le monde d'en haut, notamment que j'ai accès à tout ce qu'on appelle les annales akashiques, voilà tout ce qui est savoir global, concept, ce qui existe avant que la réalité n'ait choisi dans la multiplicité des possibles. Voilà, tout ce qui n'a pas encore été acté, voire même ce qui n'a pas encore été pressenti comme étant acté, est possible et disponible dans le monde d'en haut. De même que est disponible tous les savoirs passés, présents et futurs, puisque le temps n'existe pas et tout est simultané dans une forme de savoir global, en fait, de connaissance totale sans aucune barrière. Les barrières, notamment la plus grande barrière, la vie et la mort, apparaissent dans les autres mondes. À ce moment-là, dans le monde d'en haut, ou dans les mondes d'en haut, il n'y a pas ces limitations. Après, en tant qu'être humain, quand on y va, on est sujet à ces limitations parce que notre conscience n'est pas faite pour dépasser ces barrières. On est des êtres incarnés justement pour être dans ces barrières. Donc le monde d'en bas, c'est le monde de vie-mort-renaissance ou vie-mort-vie, concept cher à Clarissa Pinkola Estés, grâce à qui je l'ai découvert. Et c'est toutes les forces vitales, c'est-à-dire c'est là où ce qui est conceptuel va pouvoir être lancé dans un élan créateur, avec tout ce que cela comporte de grandes jouissances, de création, de feu, trucs magnifiques, de grands élans passionnés, et de cassage de un peu moins sympa, de blessures, de déchirements, de découragement. C'est vraiment les deux facettes de ces grands élans qui donnent quelque part la saveur à l'existence, quoi.
c'est là aussi on peut trouver de l'humour un peu grinçant, c'est là aussi, c'est pas qu'en haut il n'y a pas d'humour, hein, mais on va dire que c'est de l'humour plus calme. En bas ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un peu désolé pour mon expression, mais en bas ça peut être un peu du foutage de gueule, quoi. C'est un petit peu en mode test parfois. C'est là aussi qu'on trouve les esprits alliés. Lorsqu'on dit qu'il faut voyager avec un esprit allié de façon à ne pas faire de bêtises ou de mauvaises, si on peut faire de mauvaises rencontres, mais surtout à ne pas faire de bêtises lors de nos voyages chamaniques. En général, nos esprits alliés se trouvent dans le monde d'en bas, de la même façon que les guides spirituels se trouvent dans le monde d'en haut. Dans ces deux mondes, globalement, ouais, j'allais dire, on ne trouve rien de vraiment mauvais ou vraiment méchant, particulièrement dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en bas, comme il y a quand même des énergies, des énergies, on va dire, sombres, qui sont la part sombre de la vie, ça peut être éprouvant. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un animal allié avec nous, aussi parce que des fois, la différence entre proche du monde du milieu et proche du monde d'en bas, la limite n'est pas toujours très nette, on va dire. Et donc le monde du milieu, c'est celui où on vit, nous en tant qu'être humain, et donc c'est celui qu'on expérimente, c'est le monde de la matière. Après avoir eu le concept qui a trouvé une vitalité de façon à être créé, cela s'exprime dans le monde du milieu. Je le disais dans la première vidéo, c'est là où on va retrouver justement tout ce qui est différence, les limitations, parce que nous venons ici pour être limités, de façon à pouvoir nous enrichir mutuellement, de façon à pouvoir être surpris de la différence d'autrui. Nous n'avons pas fait ça pour aller au clash en fait, nous avons fait ça pour expérimenter d'autres modes d'appréhender le monde, d'autres cultures, d'autres consciences. On vient au clash malheureusement parce que c'est une conséquence, mais à la base c'est pas pour ça que ça a été fait, quoi. Mais du fait qu'on vienne au clash, on peut trouver des choses un peu plus sombres, un peu plus mauvaises pour nous sur l'instant, on va dire. C'est aussi un monde où on fonctionne beaucoup sur le troc, c'est-à-dire on va troquer quelque chose avec un esprit pour avoir un service en retour, de la même façon qu'on va payer le service d'un être humain. Parce que, encore une fois, nous sommes incarnés pour être dans l'échange. Tout simplement, c'est aussi bête que ça, quoi. C'est pas forcément en mode je veux avoir rétribution à tout prix parce que je t'ai donné un service. C'est que on a été créé, enfin, on a adopté le monde du milieu, on a adopté un corps, un aspect matériel pour vivre le plaisir de cet échange. Autant dans les idées que matériellement, que physiquement, qu'émotionnellement. Aussi, le travail avec les esprits va consister quand on est en transe. Par exemple, on va dire grosso modo ce que moi je fais. Quand une personne en fait ressent des blocages ou parfois des douleurs ou autres, on va aller chercher sur son corps, on va dire, alors c'est pas forcément des esprits en tant que tels, mais c'est des sortes de petits parasites spirituels, quoi, qui se mettent sur la personne. On va pouvoir retirer ça, couper des liens. Des fois il y a des liens qui se créent entre deux personnes qui sont des liens de dépendance. Voire des liens d'influence ou de pouvoir d'une personne à l'autre, ce qui n'est jamais très bon. Donc on va pouvoir couper ces liens pour rendre à chacun ce qui lui appartient. Ce qui me fait penser à une petite parenthèse que j'essaie de vous garder pour la fin, mais au cas où j'oublierai, je vous montre le livre de Sandra Ingerman, Recouvrer son âme et guérir son moi fragmenté, parce qu'à partir du moment où on va perdre du pouvoir sur nous-mêmes, on va perdre du pouvoir parce qu'on a vécu un événement traumatique, parce qu'on était à une période où on a eu besoin de donner ce pouvoir à une autre personne, et ainsi de suite, il est bien de couper ce lien, de récupérer ce pouvoir et de récupérer ces parties d'âme qu'on peut laisser à droite à gauche. Après, quand une personne a besoin d'un petit coup de pouce dans la vie, on peut faire un voyage pour sentir en fait quels vont être les points forts et les points faibles du projet de la personne. Ce qu'elle va rencontrer qui peut la bloquer et sur quoi il faudrait qu'elle se concentre pour avancer. Et on peut aussi aller demander à un esprit qui sera son allié juste pour ce projet-là,
de l'accompagner, de lui donner un ou deux mots qui seront des sortes de mots de pouvoir à ce moment-là, sur lesquels elle peut se concentrer, c'est des choses qu'on peut faire. Après, ce que je fais pour moi-même, c'est les voyages chamaniques selon les animaux que je rencontre, selon la diversité, selon les milieux où je vais, selon ce qui m'arrive lors des voyages. Ça me permet de me renseigner où j'en suis moi dans mon évolution, mais aussi où j'en suis tout simplement dans une mauvaise passe ou dans une bonne passe, ou quelque chose que j'ai l'impression d'avoir intégré mais je ne suis pas sûre. Ça permet d'apporter des informations et de checker en quelque sorte où on en est par rapport à soi-même, où on en est par rapport à son rapport à l'harmonie du monde et des mondes. Après, c'est quelque chose que j'ai un peu moins pratiqué parce que c'est vrai que... Enfin, non, c'est pas que je l'ai moins pratiqué, c'est plus que ça se fait extrêmement naturellement, c'est contacter les esprits qui sont autour de nous. Là, je pense notamment aux esprits des plantes, aux esprits des arbres, aux esprits des lieux. Oui, je résiste pas à l'envie, aux esprits des arbres. Non, mais tous ceux qui sont fans de Princesse Mononoke comprendront pourquoi c'est tellement adorable, ces petits kodamas, tout mignons, tout gentils. Se connecter donc aux esprits des lieux aussi, que ce soit un immense lieu comme une ville, que ce soit des lieux beaucoup plus ponctuels, un puits, un rocher. Dans ces cas-là, en fait, ça ne va pas vous apporter forcément quelque chose, c'est juste naturel, c'est comme de voir, dans cet endroit-là, il y a des personnes comme ça, dans cet endroit-là, il y a un rassemblement de pigeons ou il y a un attroupement de canards sur une rivière. Disons que ça va être des ressentis, même moi, des fois, je ne m'en rends pas forcément compte, mais je vais le savoir, en fait. Il y a des fois où vraiment ça va me marquer parce que je me ressens une affinité. Par exemple, si je me retrouve dans un endroit avec des personnes qui, allez, au pif, portent des t-shirts du studio Ghibli, ça va me tilter parce que ça va attirer mon attention sur quelque chose que j'aime. De la même façon, il y a des endroits où je vais me sentir bien et je vais sentir que, en fait, je me sens bien parce que je me retrouve dans tel ou tel esprit. Je pense notamment dans une ville que j'ai visitée il y a un an à peu près, pour la première fois. Il y a un sol pleureur qui m'a tilté d'une force. Enfin, voilà quoi. C'est un petit peu comme quand on va dans une rencontre ou j'allais dire dans un bar. Je suis désolée, j'habite à Nantes, on a une grande culture des pubs et des bars. Je me rends compte que c'est pas le cas partout en France, donc je sais pas trop l'image que vous aurez par rapport à ça. Mais oui, quand on va dans un pub ou autre et qu'on noue connaissance avec une personne avec qui, je sais pas pourquoi, ouais, mais ça passe bien, on a un bon feeling, on discute bien, ben, c'est un peu pareil en fait, sauf que ça va être des esprits. Donc, ça va rien apporter d'autre que ça, que passer un bon moment, au final. Voilà, ce rapport aux esprits, en fait, n'est pas forcément à des fins utilitaires à chaque fois. C'est vraiment comme si on avait encore une interface supplémentaire au monde. C'est-à-dire, il y a des personnes qui interagissent quasiment uniquement avec des humains, il y a des personnes qui ont une très très bonne interface avec les animaux, des fois certains types d'animaux, comme les chiens ou les chats par exemple, ou les rats. Les personnes qui aiment les rats ont souvent une énorme affection pour ces créatures, et honnêtement, pour avoir travaillé justement à distance avec une personne qui avait des rats, en fait, il y a l'esprit d'une de ces rates notamment qui s'est introduit dans le travail de guérison. Et quand j'ai senti l'amour que cette petite créature avait pour sa maîtresse, c'est extrêmement touchant. Et enfin, voilà, on comprend pourquoi on peut avoir des affinités avec telle ou telle créature. Et c'est un tel... ça ouvre tellement la réalité, ça ouvre tellement la conscience à d'autres choses. C'est dans ces moments-là qu'on comprend pourquoi on a choisi d'aller dans le monde du milieu, d'expérimenter la différence. C'est pour ces moments qui nous touchent tellement au niveau du cœur. C'est magnifique de vivre des choses comme ça. Et moi qui n'ai pas une affinité particulière avec ces créatures, ça a été une révélation complètement.
Et donc, après, à côté de ça, il y a des personnes qui ont une grande affinité au niveau des plantes, notamment des personnes qui vont avoir une affinité plus par rapport aux orchidées, plus par rapport aux cactus, à telle ou telle plante. Personnes qui ont des affinités par rapport aux pierres semi-précieuses. Et au-delà de ça, à chaque fois, c'est une sorte d'interface qu'on a. On peut avoir plusieurs types d'interfaces et avoir ce rapport avec les esprits, c'est encore un type d'interface en plus. Et c'est pas plus ou moins bien, c'est une sorte. Voilà. C'est pas, on va dire, c'est pas grave de pas aimer les chiens. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on leur fait pas de mal, mais si on est indifférent aux chiens, c'est pas grave, quoi. Il y a d'autres choses dans la vie. Et si on est en phase avec les chiens, tout ce qu'ils nous apportent comme amour, soutien au quotidien et dans les moments difficiles, ça va être tellement merveilleux. Ben, c'est la même chose, en fait, pour les esprits, tout simplement. Je viens de m'en apercevoir, du coup j'ai abordé déjà la partie 3 de la vidéo, comme quoi ça se fait tout naturellement. Chaque être humain, je le disais, a cette capacité d'être sensible aux esprits, c'est juste qu'on va avoir des affinités à plus ou moins vouloir, avoir envie d'être en rapport avec eux, voire de travailler avec eux. On peut vouloir juste être en rapport avec eux, mais pas forcément entrer en travail. Comme je le dis souvent, c'est un petit peu comme les artisans. Il y a des personnes qui vont aimer un peu travailler le bois ou pas. Enfin, tout le monde est capable de travailler le bois, mais il y a des personnes qui vont vraiment aimer ça et il y a des personnes qui vont vraiment avoir de grosses dispositions pour ça. Le chamanisme, en tout cas tout ce qui est en tant que pratique chamanique, c'est un peu la même chose. Il y a notamment, j'avais vu ça en formation de la Foundation for Shamanic Studies, des cas où en fait une communauté entière va participer. C'est-à-dire il va y avoir un meneur un meneur du travail avec les esprits qui va guider et qui va vraiment effectuer le travail. Par contre, chaque membre de la communauté est dans le même bateau et chacun va participer avec son petit coup de rame en quelque sorte à faire avancer le travail et la volonté cumulée et l'énergie cumulée de toutes ces personnes vont rendre le travail beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace et efficient. C'est ce qu'on m'a dit aussi, en vrai dire, j'arrive plus à me souvenir lequel de mes enseignants me l'a dit. Si c'est Laurent Huguelite dans le cadre de la Foundation for Shamanic Studies, ou un enseignant que j'ai eu avant ça, qui s'appelle Yves Kodratov, qui était plus dans la reconstruction des pratiques chamaniques nordiques anciennes, notamment par l'étude de tout ce qui nous a été transmis par la tradition islandaise, que en fait les esprits apprécient de voir qu'un humain intervient pour le compte d'un autre humain. Quelque part, c'est déjà une sorte de petit boost. C'est déjà, ah ouais, il fait ce travail-là pour lui, ouais, autant filer un coup de main nous aussi. Enfin, ça c'est, j'aurais du mal à traduire exactement ce ressenti, mais c'est en mode, c'est pas qu'ils vont pas le faire si un humain n'aide pas, c'est plutôt que ça donne envie. C'est un peu comme quand vous avez un projet et que vous êtes moteur de ce projet et que quand vous l'exprimez bien, il y a plein de potes qui vont se greffer à ce projet. Là, c'est un peu pareil. De voir que quelqu'un y va, quelque part, ça va donner envie aux esprits d'y aller aussi. Dernier petit point que je voulais aborder aussi, tout ce que je viens de dire a l'air assez fluffy bunny, mais de manière traditionnelle, les pratiques chamaniques, le travail avec les esprits, a pu, voire peut, être utilisé de façon plus égocentrique, notamment justement dans tout ce qui est communauté genre tribale en fait. On peut, ça a été utilisé de façon à retourner les malheurs qui tombent sur une tribu sur une autre tribu pour épargner en fait ses proches. Enfin voilà, c'était juste une petite constatation, un petit hop comme ça que je voulais poser quand même, parce que là ça a l'air tout joyeux, tout mignon, mais bon ça l'est pas forcément, et même quand on pratique le chamanisme, comme je vous disais, des fois je tombe sur des personnes qui ont noué un lien de dépendance ou un lien de pouvoir par rapport à autrui,
ou un lien de dette en fait, sans le vouloir. C'est pas méchant à la base, mais ça existe et ça entrave les deux personnes. Donc, je pense avoir fait le tour. Petit résumé des livres. Si vous voulez vous y mettre, je vous conseille donc S'éveiller au monde de l'esprit de Sandra Ingerman et Anke Wesselmann. Dedans, vous avez le petit CD de musique chamanique. Sandra Ingerman est quelqu'un que je trouve de très lumineuse. Alors, je ne suis pas totalement dans son approche des pratiques chamaniques et des pratiques vis-à-vis des esprits, mais elle est très lumineuse, donc grosso modo, en la suivant, vous ne pourrez pas vous faire de mal, quoi. Enfin, j'espère que vous voyez ce que vous voulez dire, mais vraiment, après, c'est à vous de vous construire votre voie, mais en suivant ses conseils, vous êtes déjà sur un bon chemin. Le livre que moi j'ai utilisé lorsque j'ai commencé que j'ai fait mes premiers voyages conscients en fait, lorsque j'ai découvert que j'avais une affinité avec le chamanisme. Après coup, j'ai découvert que je faisais déjà du chamanisme quand j'étais enfant, mais je ne le savais pas à l'époque. C'est ce livre-là, je vous le montre. Après, je ne suis pas sûre de pouvoir vous le conseiller parce que je ne me souviens plus trop ce dont il parle. Je me souviens juste qu'il m'avait vachement parlé à l'époque, mais pas entièrement, juste vraiment une certaine partie du livre, juste pour commencer les voyages. C'était, ouais, je sais pas, il me plaisait bien. Je vous montre un peu par acquis de conscience pour pas que vous croyiez que c'est l'autre qui m'a fait découvrir. Enfin voilà, chacun sa voix. S'il y a un livre qui vous parle plus qu'un autre, même en dehors de ceux dont je vous parle, allez-y. Enfin, ressentez les choses, quoi. C'est votre chemin, c'est votre sensibilité, c'est votre univers que vous allez créer. Donc suivez votre intuition. L'intuition est la voix des esprits. Ça s'entend beaucoup, ça se lit beaucoup, c'est vrai. Si vous ressentez quelque chose, si vous avez un élan du cœur, suivez-le, c'est pas forcément que vous, ça peut être un esprit qui est là et qui vous guide aussi. Pour débuter un peu plus mode baston, on va dire, La voix du chaman de Michael Harner avec la préface de Laurent Huguelit. Pour une petite approche un peu romancée, franchement c'est très sympa, très facile à lire, la trilogie de Corinne Sombrin. Comme vous le voyez, sans format poche en plus. Ça doit même pouvoir se trouver en vente d'occasion. Le deuxième en Mongolie, le troisième lorsqu'elle revient, qu'elle commence à pratiquer en étant parisienne, à devoir trouver des salles et tout ça, à en parler avec des amis, quelques erreurs aussi qu'elle fait, quelques petites choses qu'elle fait et qu'elle se questionne ensuite, exactement, enfin, je vous laisse découvrir. L'histoire de la chamane qui l'a prise en tant qu'enseignante. Comment ça s'est passé depuis son enfance, comment est-ce qu'elle a réussi à conserver en fait ces pratiques du chamanisme alors que à un moment donné le gouvernement essayait d'éradiquer tout ça, et la façon dont ça a influé sur sa pratique, sur sa façon de mettre en œuvre, de proposer des cérémonies chamaniques, notamment à un moment donné. Je crois qu'il est question qu'elle demande à son mari de fabriquer des... J'ai lu il y a longtemps et j'ai pas la mémoire en plus de ces choses-là. Je crois qu'elle lui demande de fabriquer des choses, des amulettes ou quelque chose comme ça, pour les vendre aux touristes. Enfin, ça montre vraiment cette espèce de choc qu'il y a eu entre vraiment la tradition et la rencontre avec l'oppression gouvernementale et le monde moderne et une grande pauvreté aussi, une grande précarité due à tout ça. Enfin, déjà à la base c'était compliqué, mais enfin voilà, je vous laisse lire le livre, c'est très intéressant aussi d'un point de vue purement sociologique. Et pour aller un petit peu plus loin, recouvrer son âme et guérir son moi fragmenté, toujours de Sandra Ingerman, qui traite notamment des chocs qu'on peut avoir dans la vie et qui vont en fait nous faire perdre des morceaux d'âme qui vont rester coincés dans ces moments chocs. C'est les événements traumatisants, là, le premier qui vient à l'esprit, parce que quelque part c'est celui dont on parle le plus de nos jours, c'est les viols. Mais à partir du moment où on a vécu quelque chose qui nous a noué quelque chose en nous, qui a eu un effet traumatique en nous, où on a une pensée qui vraiment était contraire à nous, on a pu
perdre quelque chose, et ce quelque chose, c'est un bout d'âme qui est resté coincé dans le ici et maintenant du choc. C'est bien de les récupérer, c'est bien de soulager autrui si jamais cette expérience est restée liée à cette personne, et notamment j'en parlais des phénomènes de dette qu'on a pu nouer, et des fois complètement involontairement de part et d'autre. Enfin, elle en parle très bien, je vous laisse découvrir ça. Je mettrai la liste dans le petit texte sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. La vidéo est un peu longue, mais il y a beaucoup à dire. J'ai l'impression de ne pas avoir tout dit. J'ai essayé quand même de parler un peu de tout, de parler de la vision qu'on peut trouver dans les articles, les livres, etc., mais aussi de mon propre ressenti. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et ben je sais tout. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et hop, Kodama se joint à moi pour vous souhaiter plein de bonnes choses. Et si vous voulez vous aventurer dans le monde des esprits, ou si vous voulez en tout cas vivre en harmonie, en accord et dans cette conscience des esprits, on en est tous les deux très heureux. Salut! C'est tellement que je suis nerveuse.